Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, alors, je vérifie si ça va. On est bien au niveau du son. Salut Gabora, bienvenue à toi. Toujours en mode first, comme sur les coms de forum pour les vieux comme moi. Instant ok boomer. Enfin vieux. Tout est vieux maintenant, de toute façon. Classification du vieux, ça va vite. Alors, on va laisser doucement mais sûrement les gens arriver. Pour ceux donc, qui nous regardent en différé, qui par pur hasard, par l'accroche du titre du sujet que dans le chat je n'ai pas encore spoilé, eh bien vous pouvez nous découvrir à travers de plein de choses, notamment quelques infos que je vais vous donner ici présentement. Voilà, avec cher Morsay représente, comme qui dirait, si on veut être plutôt dans les 90s, et qui vous présente plein de petites illustrations, si vous n'êtes pas habitué, avec lesquelles vous pouvez vous familiariser très simplement en venant sur le chat du live de Twitch, en vous abonnant peut-être dans la foulée. Pareil si vous avez découvert par YouTube, et en tapant point d'exclamation MIFA, et vous avez absolument tout sur l'univers de la famille Death Podcast. Et si vous êtes entre guillemets simplement intéressé que par les faits, que par, que par le concret, et bien voilà, ça c'est notre écran d'accueil normalement. Il vous suffit simplement d'appuyer sur point d'exclamation DZP. DZP comme Death Podcast. En abrégé, vous aurez toutes les infos de connexion en tout genre, tout ce qu'il vous faut. Ah, merci, cher Lady Azura, pour le follow. Je te remercie bien bas. Et ravi que tu nous rejoignes. On va donc continuer. Alors c'est intéressant parce que j'ai omis de renommer pardon, le live d'aujourd'hui. De toute façon, il se retrouvera en. Euh... J'y reviendrai à ta remarque, Gabora. Donc, je disais, le live de toute façon se retrouvera sur YouTube avec un titre adéquat. Mais de toute façon, il y a un lien, pour pas dire un lien direct. Donc, je laisse encore le temps à ceux qui nous rejoindraient doucement mais sûrement, comme par exemple au moment où je le dis, Sushi arrive. Bonsoir à toi, Sushi. Et puis on va commencer tranquillement. Et l'avantage, si vous n'êtes pas sur le live, en me découvrant sur cette vidéo YouTube, si vous trouvez que ça traîne un peu trop, vous avancez un petit peu. Et en général, la vidéo, en tout cas le format confinement qu'on fait quoi, est marqué, le début est marqué par l'apparition d'une petite illustration que vous allez voir quand on va commencer le chat à stricto sensu. Donc voilà, n'hésitez pas, vous faites avancer un petit peu la miniature et vous trouverez à quel moment ça commence si vous ne voulez pas de blabla, d'accueil des gens. Des fois ça peut être sympa, ça peut être marrant, comme la réplique de Gabora, qui en saluant nous lance sur un petit troll malheureusement fondé, hein, qui est cette fameuse plateforme, comment dire de manière poétique, d'escroc, de Magellan, dont le vampire assoiffé de thunes et non pas de sang. J'ai oublié son nom à celui-ci, qui s'est été fait virer de la maison de la radio. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom malheureusement. Enfin malheureusement ou heureusement. C'est simplement que je voulais être
un petit peu rigoureux. Flûte, comment s'appelle-t-il? Si quelqu'un là dans le chat, ah, je crois que j'ai retrouvé sa tête. Ah, en plus ça me met de la musique. Ça va pas. Mathieu Gallet, voilà, Mathieu Gallet, vous l'aviez peut-être dans le chat pendant que je cherchais. Donc voilà, il faut savoir, hein, pour ceux qui sont pas trop au fait des choses du monde du podcast, qu'on est plutôt pas super loti de ouf en ce moment. Euh, Dans le sens où on a d'une part l'arrivée il y a peu d'une annonce complètement totalo-cryptique de la SACEM, qui arrive comme d'hab, hein, avec des années de retard, comme sur le jeu vidéo et compagnie, et qui fait ouais, mais les artistes, il leur faut de l'argent. Alors, ça, il n'y a aucun souci. Ouais, là-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis le premier s'il y a des organisations raisonnées là-dessus pour pouvoir faire ça. Mais par contre, je trouve absolument déconnant dans le cas de gens, on va dire en France, allez, je vais être vraiment large, hein, pour on va dire 70% des gens qui font du podcast, et je suis très gentil, j'ai presque plus envie de dire 90 ou 95, de manière à niveau amateur, dans le sens je parle même pas de la qualité, hein, enfin en tout cas du niveau des podcasts, mais qui le fait aussi de manière totalement à ses frais, et qui dépense, c'est même pas bien souvent, hein, c'est majoritairement plus que ce que ça lui rapporte, et en général ça lui rapporte plus des bons moments de rencontre avec des gens, et d'un point de vue pécunier, rien du tout, ou vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est-à-dire que là on a une annonce comme ça complètement floue, avec aucune étude au cas par cas. Alors après, je vais pas être médisant, malgré mon prénom. Et c'est vrai que je me présente pas en fait pendant ces lives, hein. Donc moi c'est Mehdi Dez de Dez Podcast, comme vous pouvez le voir en bas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je veux bien avoir tort, hein, s'ils se ramènent après les gens de la SACEM, et qui nous disent si en fait il y aura des évaluations échelonnées au niveau de si vous dégagez des sous par rapport à votre pratique, etc. Oui, il n'y a y a aucun problème, hein, niveau redistribution, il n'y a aucun souci. Mais voilà, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est du grand n'importe quoi. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu, limite un peu une béquille psychique, un soutien moral, que de faire des podcasts, ça me fait vraiment mal à la gueule de me dire qu'il y a des gens qui vont peut-être cesser d'en faire à cause de ce genre de conneries. Voilà. Petit coup de gueule inattendu, qui partait d'une blague de la part de Gabora, qui est en train d'ailleurs de gentiment charrier Sushi sur la série des Tales of, dont on est très très fan. Alors, je reprends un petit peu vos coms, et puis après on va commencer. Bon, c'est ça qui est chouette dans les streams. Puis à part tomber sur des imbéciles heureux qui nécessiteraient une fonction ban, en général ça se passe plutôt bien. T'es encore plus troll que moi, Gabora. Ouais, organisation raisonnée et SACEM. Moi, je pars du principe que je donne toujours le bénéfice du doute. Voilà. Je vais juger sur les actes. Alors après, il y a aussi un deuxième cas de figure où quand la personne est en permanence en train, et j'aime pas trop cette expression non plus, mais bref, te la faire à l'envers, et le fait à répétition, à chaque fois te dit pardon, j'ai pas fait exprès, je le referai plus. Oui, tu peux un peu re-questionner. Mais là, bon, c'est un contexte inédit. Allez-y, mettez-vous à bosser le dossier. Bon, je te rejoins, hein, malheureusement, les grands pontes et les dirigeants qu'on a sont pas des foudres de guerre là-dessus, mais on sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ouais, surtout Demon's Souls, effectivement, parce que Demon's Souls c'est vraiment le plus aride. Euh, Bah oui, bien sûr, Sushi, qui parle en connaissance de cause, vu qu'elle est fait du podcast,
et même plus que du podcast, elle est l'âme d'un podcast qui s'appelle B-Side Games, dans le sens, pas seulement par son rire très communicatif, mais par le fait qu'elle monte les émissions. Donc ça fait d'autant plus suer sang et eau quand tu fais du montage et que tu te dis ah bah tiens, peut-être que du jour au lendemain on va te rendre toutes tes émissions indisponibles parce que tu peux pas allonger la planche à billets quoi. Enfin voilà. Voilà, voilou. Eh bien, comme annoncé, on va commencer doucement mais sûrement. Je vous cherche une petite illustration en flux tendu et aujourd'hui on va rester dans la lignée du titre du stream d'hier et on va parler donc d'un jeu vidéo qui d'ailleurs ne va pas déplaire, en tout cas je l'ai pas encore vu, j'ai pas vérifié tous les gens qui peuplent le chat, mais je l'ai pas encore vu s'exprimer. Et peut-être que le fait de nommer le jeu va, va le faire venir. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans le chat qui ont déjà deviné. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc en l'occurrence, le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être Slay the Spire. Donc Slay the Spire, juste le temps de vous balancer une petite... Hey, bonsoir Romulus, bienvenue à toi. Bah oui, effectivement, elle est en mode tentatrice, d'autant plus qu'on était censé... Ah, bien joué. Je me disais, est-ce que quelqu'un d'autre va te coiffer sur le poteau ce soir, mais t'es toujours autant attaqué, tu as gagné, donc t-shirt Jet Set Radio pour ce soir. Jet Set Radio. Voilà. Ça, je n'enlève pas le chapeau parce que sinon j'ai la même coupe que le Dr. K, qui est le DJ dans le jeu. En tout cas, bienvenue à toi, cher Romulus. Et c'est elle qui effectivement... Ah ouais, à ce point-là, Sushi. Oui, c'est vrai qu'en même temps... Alors... Pour info, j'en parlais tout à l'heure et promis, on commence juste après. Sushi, donc qui est une des trois voix, on va dire, principales de B-Side Games, avec deux habitués du live qui sont Babar et Getty. C'est vrai qu'elle est un petit peu entre, non pas entre deux feux, mais entre deux fois le même jeu. Qui est donc le jeu dont je vais parler ce soir, la pauvre. J'avais prévenu pour pas la tenter au niveau Boostify parce qu'on devait avoir Jérôme Pipoletsu, mais c'est remis à une prochaine fois, promis. Vous l'aurez bien, votre émission avec Jérôme en live, mais c'est parti remise. Donc, vous disais-je, on va parler de Slay the Spire et avec une petite illustration qui va bien. En général, c'est toujours mieux. La voici. La voilà. Hop là. Rodriguez. Donc un petit peu en flux tendu. Je suis navré. Voilà. Donc Slay the Spire, qu'est-ce que c'est? Alors je suis très content. Je ne sais pas si en suivant la chaîne, est-ce que Lady Azura, qui nous a rejoint aujourd'hui, nous entend, parce que ça va être un peu intéressant. On va parler d'un truc qui la concerne. Hey, Under Pressure, salut à toi. Installe-toi. Et ça va aussi intéresser et concerner ce cher Romulus qui nous rejoint. Je suis très content que tu sois parmi nous. Parce qu'on va parler donc d'un jeu, comme vous pouvez le voir, d'un jeu de cartes. Alors quand même, pour avoir un maximum de détails, je sais qu'elle va m'en vouloir parce qu'elle est de plus en plus en mode starification, mais je vais un petit peu agrandir le bousin pour que vous puissiez... Ah, flûte, fenêtre d'OBS quoi. Puissiez vous rendre compte un peu de la chose. Donc Slay the Spire, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de cartes. No shit, diraient certains. Et ce qui est très intéressant, alors bon, on va peut-être garder ma trogne, sinon ça sert à rien de mettre un chapeau. Donc, oh là là, je peine, hein, comme hier. Voilà. C'est un jeu de cartes, comme vous pouvez le voir. Je regarde quand même vos petits commentaires. Oui, ça m'a fait. J'ai plaisanté sur ça à la fin d'ailleurs.
voilà, ça m'a transformé en Mehdi la silencieuse. Pas de soucis sur les attributions genrées en jeu. Mais voilà, c'est marrant qu'ils prennent pas en considération pour qu'ils voudraient tout ça. Meilleur jeu du monde de manière très objective. Ah, toi, t'as fait du journalisme jeu vidéo, attention. L'objectivité, ça n'existe pas. Je cache le chat. Oh, mais d'accord, bon. Promis, je vais pas le faire trop longtemps. Je vais cacher mon t-shirt. Voilà, voilà. Je vais même cacher Death Podcast. Presque, quand même. Ce qu'il faut pas faire pour son public. Donc, Slay the Spire, qui est un jeu de cartes, comme vous pouvez le voir, qui a plein de choses et d'attributions et d'attributs qui le rendent vraiment qui mettent un coup de jeune au genre jeu de cartes justement. Moi ça faisait un très long moment je t'en prie, ça faisait un très long moment que oui c'est ça, j'aurais dû mettre un t-shirt vert comme ça aurait été encore plus Inception. J'aurais complètement incrusté. Et ça aurait été même pas intégré mais incrusté. Et en l'occurrence donc c'est Spire, jugé avec le label Under Pressure meilleur jeu du monde de manière très objective. C'est un jeu de cartes. Si vous voulez alors je vous recommande deux choses avant même de vous recommander le jeu. Dis donc, ça va vite ce soir. Je vous recommande d'une part d'aller vous renseigner sur ce qu'on appelle la série Magic the Gathering, si vous en avez jamais entendu parler, au détour d'un ami qui aime jouer aux jeux de cartes, ou de ce fabuleux épisode de South Park où les jeunes de South Park affrontent des poulets qui sont comment dire des cracks à Magic the Gathering. C'est un épisode fabuleux. Vous avez Kenny qui lutte en finale contre un coq, je crois, sur des parties de Magic the Gathering. C'est voilà, comme beaucoup d'épisodes de South Park, c'est pas mal. Donc MTG, oui, Magic the Gathering va voler votre temps et potentiellement votre argent. Bah oui, ça. Ce cher, comment s'appelait-il Richard Garfield, hein, c'est ça le créateur de mémoire. Et bien, bonjour et bonsoir à toi, Yeti. Donc Richard Garfield avait bien joué le coup. Moi j'ai des souvenirs très lointains pour vous dire, hein, pour remettre le contexte. Si je vous parle de Magic the Gathering, pour moi ça a été ma sensibilisation au jeu de cartes et ce qu'on appelait plus précisément jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc playing and trading cards. Et je me souviens de longs moments passés à baver sur la vitrine de l'œuf cube. Je ne sais même pas si ce magasin existe encore, qui est un magasin spécialisé dans les jeux de cartes à jouer et à collectionner, et où à l'époque c'était toute la folie sur la cote des MOX du Lotus Noir à 2000 euros, 2500 francs pardon, pièces. Les MOX aussi, enfin voilà, des cartes comme ça complètement folles, des cotes démesurées, mais ça existe pour tout. En l'occurrence, en ce qui concerne, c'est pas mal de faire ça, Slay the Spire, on est face à un jeu de cartes lui aussi. Je vous disais que j'avais une deuxième recommandation. Si vous êtes totalement non pas comment dire contre la chose jeu de cartes, mais plutôt vous y connaissez pas plus que ça, il y a un épisode de Beats sur les jeux de cartes à jouer. J'essaierai de retrouver le lien, sauf si quelqu'un le retrouve avant moi et le balance dans le chat, qui est plutôt chouette et qui parle de la chose et de l'actualité du jeu de cartes et de son passé aussi d'une très bonne manière, je trouve. Donc ça balaye autant Magic the Gathering en passant par les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh aux nouveaux modèles des jeux de cartes à jouer aujourd'hui. Après cette énorme parenthèse, pour commencer, vous serez bien imprégné effectivement de l'illustration. Ce qu'il y a d'intéressant donc dans Slay the Spire, c'est qu'on en a déjà eu des adaptations de jeux de cartes à jouer, à collectionner en jeu vidéo. Notamment Magic the Gathering, il y a quelques années, lui-même a eu droit à sa propre version. Mais ici, c'est tout le travail sur l'interface, et là je pense que notre cher Romulus va peut-être de nouveau se manifester, et je serais très heureux qu'il nous éclaire, parce que c'est quelqu'un de très éclairé sur la chose, ça tombe bien. Eh bien, il y a tout un habillage dynamique et même fixe
qui est excessivement bien réussi dans le jeu. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, comment est-ce que ça se passe? Donc vous avez plusieurs modes, ça je vais pas m'épancher dessus. Donc vous avez un mode principal, mode story, sur lequel je vais vraiment essentiellement me concentrer, sur lequel, pardon. Et le deuxième exemple, t'inquiète pas, il n'y a jamais de pression ici, on a fait un podcast entier avec un vidéaste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pression ni sur les jeux à rattraper, ni sur ce que chacune veut dire. Sans pour autant verser dans le consensualisme de dire t'inquiète pas, venez comme vous êtes tous parfaits. Donc oui, pour revenir, alors Gabora qui nous dit l'épisode de Beats sur les jeux de cartes magiques en particulier. Merci Gabora. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est sur la chaîne de Beats justement, sur la chaîne je crois peut-être Arte Créative si je me souviens bien. Non mais il y a pas de problème, hein, mais on peut pouliche ses morts hein, aussi. C'est voilà. Et ce qui est très très fort, donc comme je vous disais pour Slay the Spire, c'est qu'il y a vraiment, c'est très rafraîchissant au niveau de l'interface. Vous avez donc deux modes principaux qui sont les défis quotidiens. Ça c'est très classique, ça c'est énormément démocratisé évidemment dans les systèmes free-to-play, freemium, etc. Dans cette idée de proposer alors je vais mettre des guillemets quand même parce que produits. Bon, je vais quand même. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes assez imprégnés avec le screenshot, donc je vais réduire sa taille. Donc ça s'est beaucoup démocratisé donc sur iOS et sur Android, donc surtout sur les téléphones et tout ça. Pas que évidemment, parce qu'après c'est venu très facilement s'intégrer sur les PC et sur les consoles. Mais là on a voilà cette même logique de système, mais plus par défi. Il ne me semble pas de mémoire, sauf erreur, qu'il y ait des offres payantes sur Slay the Spire, je ne crois pas. On n'est pas du tout dans une optique de devenir meilleur en payant. C'est simplement voilà, en s'améliorant, en améliorant ce qu'on appelle son deck. Si vous n'êtes pas du tout familier avec ça, le deck c'est votre jeu de cartes que vous allez constituer. En l'occurrence, quand c'est des cartes physiquement, c'est en les achetant, en les échangeant. Et puis ici dans le jeu, c'est en les gagnant à la sueur de votre front. Alors je suis pas allé suffisamment loin pour savoir s'il y a des possibilités en jouant en ligne effectivement d'échanger les cartes, etc. Je compte sur l'expertise de Under Pressure et peut-être de Babar s'il nous rejoint et peut-être de Yeti s'il entend au loin. Voilà, déjà vous vous constituez simplement en progressant dans les 3 ou 4 actes. Là je viens d'arriver au 3e acte, je crois que c'est 4 actes, me disait hier Babar sur le stream Slay the Spire, qui sera bientôt disponible en ligne sur la chaîne YouTube, elle-même disponible en tapant .DZP, commencez à avoir l'habitude. Et bien c'est voilà, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment son interface. Donc on a des éléments qui sont fixes, que vous pouvez voir principalement avec avec le haut de l'image. Qu'est-ce qu'on voit donc sur le haut de l'image? Donc c'est l'instant un peu UX UI. UX UI c'est expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Donc ce qui va faire que l'interface va être rendue la plus j'allais faire du langage technique de base, la plus affordante, enfin la plus accessible et la plus aisément navigable possible, pour que le joueur, la joueuse, instinctivement puisse aller vraiment sur l'utilisation sans besoin de rappel d'éléments à lui dire ah bah tiens là il faut faire ci, il faut faire ça. Les seuls éléments de rappel sont amenés de manière très intelligente parce que là c'est ce qu'on ne voit pas de manière dynamique mais que vous pouvez voir donc dans le live que j'ai fait hier, qui est assez emblématique hein, parce que moi je suis ni une quiche totale, enfin à vous de me dire en regardant le live, ni non plus un PGM, enfin je suis pas un gros joueur de jeux de cartes, que ce soit par l'habitude ou même par l'intelligence, je dirais peut-être d'abstraction et de stratégie. Donc je suis assez, je pense, représentatif
du joueur ou de la joueuse lambda. Et là-dessus, c'est très intéressant parce que j'ai quand même mon regard de prof dans les choses du game design. Donc forcément, tout ce qui va être interface, bah, ça va m'intéresser. Et là, bah, vous voyez une interface assez simple avec donc un tableau qui vous donne le lieu où vous combattez. Il y a d'autres jeux de cartes qui, par exemple, ont beaucoup plus favorisé une grosse, comment dire, emphase, un gros zoom sur les cartes elles-mêmes. Par exemple, Magic, si je me souviens bien, c'était vraiment un zoom sur les cartes et éventuellement, au moment où vous déclenchez la carte, une animation dans l'illustration de la carte. Romulus qui me dit, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire que l'icône verte en haut à gauche de la carte, elle est le même aspect que le compteur à gauche pour que le cerveau fasse directement l'association. C'est parfait, tu es merveilleux Romulus, je n'en attendais pas moins de toi pour des rappels simples et concis. Voilà, donc c'est ce que vous dit entre autres Romulus. Vous avez plein d'autres éléments. Vous avez évidemment la dimension très intuitive qui va faire que l'expérience de jeu va aussi être excessivement facilitée en termes de lisibilité, parce que quand vous pensez jeu de cartes, même si vous ne jouez pas beaucoup, très souvent, même si vous commencez à apprendre des jeux un chouïa plus différent ou complexe que le jeu de cartes de la bataille, quoi, la première barrière, ça va être justement la complexité et les règles. Le fameux syndrome du alors là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça, et la personne en face qui fait non mais vas-y on commence la partie et puis on verra bien en cours de jeu. Ah, c'est grand classique, et je laisse en plus de côté toutes les réalités scientifiques, hashtag science, mais hashtag science is not all, donc la science c'est pas tout, on parle des scientistes justement, dans le sens où on se retrouve cognitivement avec une surcharge cognitive qui en général se résume à 7 éléments retenables, mémorisable, je pense, sera plus français. Même mémorisable, j'ai un doute, mais je crois que c'est bon. Mémorisable par l'être humain. Voilà. Au-delà de 7, sauf plasticité du cerveau, habitude à classer effectivement les informations cognitives, ça devient difficile et on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc là, je vous disais, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Eh bien, le classique, sur tout jeu que vous allez jouer, en plus ici évidemment je pense que c'est jouable aussi au stick d'une manette, mais évidemment que la souris est plus que recommandée pour ce genre d'expérience. Eh bien, quand vous allez passer votre souris sur les éléments qui constituent l'écran, eh bien, vous allez avoir plusieurs choses. Pour les cartes, c'est très classique, c'est-à-dire que vous allez avoir une animation, un truc dynamique qui va rehausser la carte, l'isoler dans votre jeu, donc la mettre plus en avant, et en général, vous laissez voir de manière un peu plus zoomée quel est l'effet de cette carte. Au bout d'un moment, typiquement, c'est ce qui est très intéressant dans les jeux de cartes, et c'est ces moments dans les films, dans les séries, ou dans simplement les joueurs et les joueuses aguerris de jeux de cartes, il y a un moment, on regarde même plus l'illustration de la carte, on la reconnaît vite fait par l'illustration ou par le titre, on la pose, on sait qu'elle va coûter tant d'exécution, on sait qu'elle va faire tel effet, et basta. Et en l'occurrence, ici, voilà, vous avez ce truc dynamique qui n'est pas tout neuf, hein, c'est même un classique dans les adaptations en jeux vidéo. Et puis, vous avez un des trucs que je trouve très très bien fichu, qui évite très fortement la surcharge dans le jeu, mais qui est un rappel très subtil, c'est-à-dire en passant votre carte sur chacune des icônes, vous avez un petit texte explicatif. Donc quasiment chacune des icônes, alors là c'est difficile à percevoir en intégralité ici, il faudrait vraiment que je vous la mette... je vais faire un truc beaucoup plus simple que j'aurais dû faire depuis le début. Voilà, on va faire ça. Voilà, hop, comme ça vous l'avez... Voilà. Pas totalement cadré, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez voir par exemple ici, vous avez un petit épée rouge au-dessus de votre ennemi qui est à droite, et en l'occurrence, d'ailleurs vous voyez, j'allais un petit peu pinailler parce que je me rendais compte qu'au premier coup d'œil, on peut pas forcément distinguer, il n'y a aucun élément en termes d'interface qui vous fait dire quel personnage est l'ennemi, quel personnage est l'avatar que vous incarnez.
Vous voyez, il n'y a pas de... Je sais que pour certains boss, mais apparemment pas pour les ennemis, à revérifier, il y a la jauge qui est en rouge et non pas en bleu, qui permet de distinguer les choses. Mais c'est marrant de voir que là, bon, je pinaille, hein, c'est vraiment du détail, vous vous rendez compte le genre de truc où je coupe les cheveux en 15. Et si on continue d'analyser, donc vous avez une épée au-dessus de l'ennemi, et là, je vais faire un petit quiz. Je crois que Gabora qui est sur le chat n'a jamais joué encore au jeu, il me semble. Tu me corrigeras, Gabora, si je me trompe et si tu es encore avec nous. Ou évidemment toutes les autres personnes qui sont sur le chat, bien entendu. Alors que je revérifie ce que me répond Gabora sur mon deuxième écran. Tu as fait une seule partie. Alors, typiquement, oui, voilà. Typiquement, est-ce que si je te demande sur ta seule partie, si je te demande ce que veut dire l'épée rouge au-dessus de la tête de l'ennemi, parce que voilà, t'as pas beaucoup d'expérience de jeu, tu vas te dire que c'est quoi? Ça correspond à quoi, typiquement? En déduction logique. C'est pas super sorcier, hein, mais on peut assez vite, en tout cas quand l'interface et l'expérience utilisateur est bien designée. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc vous avez plein de petits éléments qui vont se rajouter. Là, vous avez une attaque entre guillemets unique. Après, vous allez pouvoir avoir, par exemple, quand vous avez ça a commencé à un peu piquer, du 10 x 3, ou 10 x 4, ou 20 x 2, et en gros, vous allez savoir qu'il va y avoir deux salves d'attaque, chacune de 10, en fonction de s'il y a des effets élémentaires, si vous avez utilisé des effets de zone, des choses comme ça. Si on continue, tout ce que je vous disais, vous avez l'épée, si vous passez dessus, vous allez avoir une dimension explicative. Vous allez de même, quand vous regardez les icônes sous les barres de vie de chacun, j'insiste, hein, donc votre avatar est à gauche et votre ennemi est à droite, eh bien on voit des petites icônes, et en passant votre souris dessus, vous allez avoir là aussi une explication. Ouais, Under Pressure qui nous dit le jeu est très bien pensé. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment un peu l'éloge du jeu, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez également, alors on voit pas forcément tout à l'écran parce que j'ai fait un peu positionnement du screen à l'arrache. Vous avez sur la gauche, voilà, une espèce de petite pierre, de cristal d'émeraude plutôt, en apparence, avec un 3/3. Que très rapidement, et là aussi vous avez l'indication si vous passez dessus, vous avez ce qu'on appelle 3 points d'action que vous retrouvez dans une icône identique qui est celle que vous avez sur votre jeu de cartes qui est au centre, qui sera très souvent au centre de vos occupations d'ailleurs. Et en l'occurrence, vous avez aussi... On peut vraiment aller très loin hein, sur la logique design et d'interface. Vous avez cette... si je ne me trompe, hein, je laisse les spécialistes me confirmer, mais vous avez aussi j'allais dire un overlay en faisant une Jean-Claude. Vous avez aussi un petit habillage vert autour de la carte qui vous indique que la carte peut être jouée. Donc voilà, vous avez, hein, je pourrais lister, hein, l'idée c'est pas évidemment de tout vous expliquer ce soir, on pourrait aller effectivement dans moult précisions sur la chose, et je vais en tout cas quand même développer sur d'autres points. Under Pressure qui nous dit, alors pardon, Gabora qui avant nous dit j'avais jamais joué à un jeu du genre et j'ai compris tout de suite, le boss m'a massacré quand même, ça c'est normal. C'est normal. Mon premier tour, il m'a fallu un second tour pour effectivement commencer à vraiment rentrer dans les choses sérieuses. Under Pressure qui nous dit comprendre c'est une chose, faut juste savoir que toutes les parties ne sont pas gagnables. Oui, tout à fait. On ne peut pas remporter nécessairement. Il y a des moments où voilà, on se retrouve un peu en galère. Romulus qui nous précise d'ailleurs si on regarde bien l'écran on constate une cohérence des symboles pour la position entre les deux cartes dans la main du joueur et l'icône sous la barre du joueur, voilà, tout à fait. Et donc vous voyez qu'il y a énormément de choses, hein. L'ennemi, pas du joueur. T'en fais pas. Ne t'en fais pas une seconde, c'est déjà très gentil de prendre sur ton temps de repas pour préciser tout ça. Et bon appétit à toi. Donc voilà, vous voyez qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faut être vigilante. Et donc je sais pas si petit chat, en plissant les yeux comme ça, est-ce
Vous pourrez voir tous les effets de zone, les dégâts de zone, etc. Donc qu'est-ce qui s'ajoute à tout ça? Vous avez vraiment un habillage bien entendu roleplay, ça pourrait être cocasse ça comme genre de jeu. Vraiment jeu de rôle dans le sens où la progression donc se fait par embranchement qui sont visuellement identifiables très rapidement sur une espèce de... On est un peu entre la carte et le papier griffonné. Donc c'est assez intéressant et vous avez différentes zones dans votre progression qui se décomposent donc en 4 actes et au bout du quatrième acte vous bouclez un premier run et ensuite évidemment pour les habitués vous voyez venir le truc et bien une fois que vous avez bouclé le premier run vous pouvez recommencer une boucle avec évidemment plus de difficultés alors je sais pas comment ça s'exprime parce que j'ai pas encore terminé ma première boucle, des éventuels malus, des choses comme ça. Donc il y a énormément de trucs. Donc vous avez 3 différents types de zones. Vous avez des icônes donc avec des petites cornes au-dessus de la tête qui sont des ennemis, on va dire lambda, à des niveaux qui sont répartis en mode matchmaking à échelle de l'acte dans lequel vous progressez. Comme je vous disais, il y a 4 actes. Et vous avez des petites têtes avec des cornes plus grosses qui eux sont on pourrait dire des semi-boss, des ennemis un peu plus coriaces. Vous avez des coffres, donc là c'est coffre gratuit, c'est comme dirait Morsay, c'est cadeau cousin. Et vous avez également des zones de marchands dans lesquelles vous pouvez faire vos emplettes. Je suis en train de réfléchir parce que le jeu est encore un peu frais dans ma tête. Je suis en train de me demander si je m'en mêle pas les pinceaux entre le coffre comme étant zone de commerce et est-ce que c'est pas distingué par une autre je crois que les coffres en fait c'est zone de commerce ou est-ce que c'est une zone où on peut récupérer du... Est-ce qu'on peut récupérer du stuff? Ah bah je l'ai retrouvé, ça tombe très bien. Je l'ai retrouvé, je vais vous dire ça tout de suite. Non, les coffres c'est bien des trésors. Les marchands, oui, les marchands ce sont des bourses. Voilà, ce sont des bourses dans lesquelles vous avez un magasin avec un commerçant et vous pouvez acheter ou pas effectivement des nouvelles options. On va illustrer ça par l'exemple. Squalala. Oh là là, c'est beau d'avoir des illustrations aussi énormes, mais aussi galère à resizer. Hop là. Bon, ça va être un peu à la zob pour pas trop perdre en rythme. Zoup, zoup. Et squalala. Donc la voici, vous avez, ça c'est la carte avec les embranchements dont je vous parlais. Là on voit pas dans l'intégralité, mais tout en haut, ce n'est pas Rio de Janeiro, hashtag OkBoomer, c'est la zone des boss qui est formalisée par une espèce d'énorme cristal, si je me souviens bien. Et là voilà, vous avez des petites têtes avec des grosses cornes, donc c'est The Elite, Be The Elite. Vous avez des ennemis avec une petite tête avec des cornes plus discrètes. Vous avez des feux de camp. Feux de camp aussi, c'est très intéressant au niveau de l'enjeu stratégique, parce que vous pouvez soit vous reposer, donc vous soigner, soit vous forger, enfin améliorer des cartes. Salut Yeti! Merci pour ton temps. Combien d'heures de jeu? Ah oui, ok, j'ai bien lu. 400 heures de jeu. Waouh! tu le sens là, tu la sens la dimension chronophage Gabora qui pique. Toi et moi qui débattons régulièrement sur le temps passé sur une ou plusieurs expériences de jeu. Voilà, j'en fais une fausse route. Voilà. Et puis vous avez, pour rajouter un petit peu de piment, vous avez, comme Sancho le cubain, il est charmant, plein de piment. Vous avez un petit point d'exclamation avec inconnu, où là vous avez c'est random, ça peut être un ennemi, comme un coffre, comme un feu de camp, comme voilà. Vous avez aussi
des sessions donc lors dans ces zones justement inconnues. Vous avez ok. Tout va bien. Petit, tout va bien, comme dirait Orelsan. Donc vous avez aussi des zones, je vous parlais de dimension roleplay, vous avez des zones à choix contextuels les zones les zones de recherche de trésors. C'est assez rarement je crois même c'est jamais genre un coffre gratuit. Et vous allez avoir plusieurs choix à faire dans les zones dans lesquelles vous allez tomber. Par exemple, hier, j'en ai eu une dans une zone plutôt empoisonnée et il y avait un amas de champignons et je pouvais soit écraser les champignons, mais ce n'est pas très rassurant, me disait la narration. Ah bon. Je vois pas du tout l'arnaque qui peut se profiler derrière. Donc vous avez soit ça, soit derrière vous avez une proposition du genre, comment on appelle ça, vous pouvez passer sans faire de vagues, mais vous perdez 4 points de vie sur votre max sur vos PV max, sur le maximum de points de vie que vous avez. Donc voilà, on a tous ces genres de délires stratégiques qui sont très bien amenés et qui, même si les parties à quelques exceptions près, quand ça commence à se corser, ça rajoute une respiration aussi sur l'expérience de la UX, l'expérience utilisateur, qui je trouve est vraiment super bien fichu, et ça rajoute du sel au jeu. C'est vraiment très très bien pensé à ce niveau-là. J'essaye de vous retrouver. Voilà, ça c'est le genre de petites illustrations que vous allez avoir, comme celle-ci, avec une espèce de bonhomme, voilà, sonce des vampires, voilà. Vous naviguez vous avez un petit côté, je vous dis, un côté roleplay, donc jeu de rôle. Vous naviguez dans une rue et au détour d'une rue, vous tombez sur de nombreuses personnes vêtues encapuchonnées, voilà, etc., et qui font un rituel noir, et vous avez le choix soit d'accepter. De joindre leur clan et donc d'enlever effectivement de All Strikes, je pense que ça doit être oui les pénalités, mais en contrepartie vous avez 5 morsures et vous perdez donc 30%. C'est un peu genre d'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, soit de refuser, voilà. C'est très rarement des cas où vous allez simplement genre ouvrir un coffre et avoir un truc. Ça c'est le loot que vous obtenez en fin de cycle d'un acte. Ah, c'est l'instant j'accuse le voisin, quoi. Bravo. Donc Getty qui nous dit c'est pas ma faute les 400 heures, c'est la faute d'Under Pressure aussi. Un jour il m'a dit assieds-toi et joue. Depuis j'ai vécu une faille spatio-temporelle. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire au moment où j'ai commencé, qu'il allait avoir un nouveau perso qui allait arriver. J'ai bien choisi mon moment, moi. Tiens. Non mais voilà, de toute façon objectivement je pense que l'avantage de ce jeu là, vous vous en doutez, c'est que c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est vraiment du jeu, ça se picore en fait, vous pouvez vraiment lancer une petite partie comme ça à la one again, donc c'est très adapté à du format nomade, au hasard, le fait, je crois si je ne m'abuse, qu'il soit sorti sur Switch, bah c'est pas étranger à tout ça. Et voilà, c'est vraiment un jeu. Et puis je pense que depuis le temps que j'en entendais parler dans mon entourage, comme disait Michael Scott dans The Office. Donc il fallait que j'expérimente, hein, que ce soit mon entourage proche du chat, tout comme en dehors. Et je suis pas mécontent, même si j'espère que je vais pas trop perdre pied avec cette affaire. Voilà, en tout cas, je fais pas plus long parce que je pense qu'on a creusé des trucs assez intéressants. Je laisse ceux qui sont assez aguerris rajouter leur petite anecdote, leur petite saveur de la chose. Je laisse celles aussi qui comment dire, souffrent collatéralement de ce jeu s'exprimer à visage couvert. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas, pareil, que ce soit Romulus ou d'autres, si vous avez d'autres exemples d'interface bien foutues pour compléter ce que je vous dis. Sinon,
Comme d'hab, vous faites point d'exclamation DZP et vous aurez le lien dans le chat plutôt, par ici. Vous aurez le lien de la chaîne YouTube sur laquelle le stream que j'ai fait sera en lien. Voilà, c'est un bon moyen de se faire un avis avec un joueur lambda et une bonne petite soirée. On a parlé de plein de choses. On a parlé de Neo Geo, on a parlé des studios Ghibli, on a parlé d'animaux de compagnie, on a parlé de plein de trucs. Voilà. Allez jeter un oeil. Under Pressure qui me dit ce jeu est un traquenard à base de rage reset. D'accord. Tu as compris donc cette fois je gagne. Oui, spoiler non. Ouais, comme pas mal de jeux, hein, tu peux en dehors effectivement des jeux de cartes. Oui, j'en fais une dernière, c'est assez typique. C'est plus typique je trouve sur ce genre de jeu là. Moi j'avais la dernière fois que j'ai beaucoup prononcé, j'en fais une dernière et je pense que je risque de remettre le doigt dans l'engrenage aussi. C'est sur Super Hexagone. Super Hexagone, il faut savoir que c'est des boucles de jeu, des sessions de jeu de quelques secondes. Sauf si on est très très bon, évidemment, on peut dépasser la minute et au-delà, mais en général c'est quelques secondes. Donc c'est une catastrophe parce qu'on mesure pas le bousin, on se dit non mais c'est bon en fait, au pire je vais battre mon record, c'est 30 secondes, c'est rien. Et 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, voilà, exposant 45, ça commence à faire du temps. Ouais, bah voilà, on va faire un groupe de parole la prochaine fois, d'accord? On va donner rendez-vous aux gens qui jouent beaucoup. Non pas pour décrocher, hein, contrairement à l'OMS, spéciale dédicace, l'OMS, Organisation mondiale de la santé qui le matin se dit les jeux vidéo, addiction, c'est dangereux pour la santé. Et puis le soir qui se dit en ces temps de confinement, pourquoi pas une partie de jeux vidéo avec vos proches pour vous détendre. Vous êtes des vrais pros de la science, vous, hein. Je vous aime beaucoup. Non, mais en plus, ça dépasse même le spectre de la science. C'est aussi comment est-ce qu'on catégorise le jeu vidéo avec des discours moralisateurs de ce qui est bon, pas bon, soi-disant pour la santé, discours sanitaire calqué sur le jeu et de la bonne activité. Voilà. Je vous épargne les détails et les discours éthiques, ontologiques, philosophiques, métaphysiques. Voilà, je m'arrête pour cette digression. Oui, c'est exactement ce que tu me disais, Yeti, la dernière fois qu'on s'était croisés. Une petite session avant de partir au boulot. Apparemment, c'est pas mal. Ou c'est des jeux de trajet, moi je pense. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir jouer on the go, c'est très bien. Très bien! J'ai définitivement développé un toc burgonde, c'est pas grave, ça marche avec une seule main pour prendre son café en même temps. Ouais, là on est, c'est le cas de le dire, on est loin dans le game. Ah oui, on faut le faire avec la voix qui va avec. Depuis que j'ai découvert Slay the Spire, c'est incroyable. De plus, je suis totalement dans la rupture et dans la top nation, la top nation et la disruptive nation et la startup nation. Eh bien, pourquoi perdre du temps uniquement à prendre mon petit déjeuner quand je peux jouer à Slay the Spire d'une main? Et regardez ça, je suis sur mon trajet. Eh bien, mon bilan pour la compagnie est déjà fait. Eh bien, pourquoi ne pas me détendre avec Slay the Spire? Mais en plus, n'oubliez pas, si Slay the Spire peut se jouer à une main en prenant le petit déjeuner, pensez à toutes les autres activités qui vous mobilisent une main. Hein? Vous y pensez l'hiver, quand la cuvette est chaude? Ou froide plutôt. Donc voilà. Donc convient aussi le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, sans prescription médicale. Ne plongez pas dedans. L'OMS, ouais, grosse souplesse. Là on en est je crois qu'on est au gros écart Volvo. Hein, l'OMS en termes de guignolerie, je pense qu'avec le gouvernement, ils sont bien en phase. Je sais pas si ça a été dit, mais sorti sur Switch. Ouais, je l'ai mentionné. Je disais que c'était un format parfait pour les parties sur le chemin. À quoi est-ce que tu dis yes, cher Romulus? Parce que là, avec le fil du chat et toutes les bêtises que je dis, je suis pas sûr de. Yes, 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 comme dirait ce cher Jojo's. Ou
Yes, 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 comme dirait Daniel Bryan. Voilà, je meuble pendant que Romulus me répond. Peut-être lui aussi en mangeant d'une main. D'accord. Ok. Et bien voilà, voilà pour ce joli tour désactivé. Je vais faire un gros clickbait. Je vais appeler la vidéo le top des activités à faire d'une seule main le matin. Là, je suis sûr que je vais finir soit sur Topito, soit sur le 12-25 de jeuxvideo.com. Ça va être parfait. Voilà pour le cas Slay de Spire. Eh bien, ce sera, je pense, à peu près tout pour moi. Évidemment, je vous laisse pas tomber comme ça. Donc, continuez à lister les activités qui ne se font que d'une main le matin. Donc, fumer une clope, jouer à Slay the Spire, manger pour certains. Voilà. Voilà. Et sinon, voilà, est-ce que vous avez des recommandations, des coups de gueule, des trucs à évoquer sur relatif à votre temps de confinement, parce que c'est un peu aussi le titre de cette série de vidéos, hein, c'est confinement qu'on fait quoi, hein, pas que des recommandations, mais aussi des partages de votre vécu, de votre feeling, voilà. Moi je partage de plus en plus le fait d'être saoulé non pas par petit chat qui se nettoie. Oh, tu choupis toi. Oh, oui. Mais plutôt par les gens qui applaudissent aux fenêtres. Je vous avoue, j'ai un deuxième effet qui se coule face au foutage de gueule global et au manque d'actes pris derrière. Voilà, ça me saoule et comme tout le monde, je vois venir en mode un peu malheureusement pessimiste. Le côté un mois après, on aura un peu tout oublié. Enfin, bref, comme les élections, comme plein de choses. Voilà, je garde la pêche, rassurez-vous, hein, ça m'entame pas plus le moral que ça, mais ça me désole, hein, on va dire ça. On va dire ça. Je vois que les activités à une main ont fini de vous achever, en même temps que ma petite recommandation de Slay the Spire, qu'apparemment pas mal d'entre vous connaissaient. Donc c'est bien, on a pu pas mal échanger. Donc pour vous dire, Gabora, tu nous dis, ayant écouté l'épisode où est passé notre Mehdi National, je vous recommande le podcast Hyperlink sur VL. Ouais, oui, j'avais eu la chance à plusieurs reprises d'être invité chez, euh, chez Hyperlink, toujours très très chouette, toujours bien accueilli, et puis la team est très très cool. Ils ont pas de Ferrero Rocher, mais c'est génial. Ça tombe bien parce que les Ferrero Rocher c'est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'il y a un gros débat. Alors on est d'accord je sais pas ce que vous en pensez, on est d'accord que dans le summum de la dégueulasserie au niveau des chocolats, le Mon Chéri, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, est-ce qu'on peut faire un consensus ce soir sur le chat, hein. Le Mon Chéri, c'est le top du top de la dégueulasserie. Est-ce que vous avez des cas de... Je vais y revenir, Romulus. Ça va clasher. Je te vois en capstock, donc... merci. Donc, un ignoble, Mon Chéri. Pour les autres, vous en pensez quoi? J'ai pas encore je suis pas encore assez dans le turfu comme les copines comme Morxine avec des sondages et tout. Bientôt, je vous ferai ça. Ok, bon, c'est acceptable. Ah ouais, sérieux. En fait, je suis surpris. Je ne te juge pas, mais je suis admiratif. Voilà. Euh... Banni en tournoi. C'est le Mon Chéri, c'est l'infinite de la dégueulasserie. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, à part Under Pressure, qui je pense, si on finit avec coronavirus qui tue la moitié les trois quarts de la planète, sera le seul à nous survivre, vu qu'il peut manger des Mon Chéri. On est d'accord quand même que les Mon Chéri, ça va pas. Alors. Je vais revenir au Ferrero Rocher. Moi, je vais vous demander, en toute sincérité, parce que les Ferrero Rocher, en général, c'est quand même un truc, c'est assez rare, sauf peut-être Romulus, vu que c'est en capstock,
qu'on se retrouve à acheter des Ferrero Rocher. Pourtant, j'avais dit qu'on parlait pas de bouffe. Hein. Je sais pas comment. Il faudra que je rembobine comment je me suis retrouvé à parler des Ferrero Rocher. Les Ferrero Rocher, c'est un truc que vous allez trouver souvent sur votre lieu de taf ou pendant les jours de fête. Ah, allez, d'après TNS Sofres, sondage fait selon le sens du vent et à la zob d'après Yeti pour lui voler son copyright, c'est des trucs majoritairement qu'on retrouve au taf, qu'on va pas rarement acheter soi-même. Oui, précisément, c'est précisément mon point, cher Under Pressure. En général, moi je trouve que les Ferrero Rocher, ça a ce syndrome du tu ramènes une boîte, je vais taper dedans. avec toute la dimension équivoque que peut avoir cette phrase en la prononçant à haute voix. Tu ramènes une boîte, je vais taper dedans, sauf que objectivement, c'est pas bon quoi. C'est un vieux truc. Je trouve que c'est une espèce de condensé un peu Nutella avec où ils ont laissé les noisettes encore un peu croustillantes pour faire genre non, on te vend un autre truc. Mais je suis sûr. Alors je sais pas si je crois pas que ce soit. Non, c'est pas la même boîte, hein, il me semble pas. J'ai un vague doute en plus parce que Ferrero Rocher, c'est la boîte qui fait Nutella, c'est Ferrero. Donc je suis sûr ils doivent avoir deux cuves, une cuve pas trop broyée et une cuve Nutella quoi. Salut Pseudoless. Ah bah écoute, navré pour le que ça suscite de la jalousie, mais en tout cas, je pense qu'il doit te plaire, donc au moins je suis ravi pour ça. En tout cas, tu understand the concept of love. Toi-même paye tes refs. Je suis un petit peu vos remarques après l'arrivée tonitruante. Chocolat au lait, c'est potom. Les Ferrero, ça passe offert par tonton ou grand-mamie. Ça aussi, c'est le genre de phrase dit à haute voix, ça peut être un peu dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Ça peut être dégueulasse comme les Ferrero. Qu'est-ce que nous disent les autres? Même boîte, ouais. Tarif pour les. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a établi juste avant ton arrivée que les mon chéri, c'est no way. À part Under Pressure, qui est un être qui survivra à toute limitation de l'être humain et qui est capable, effectivement, si tu ramènes une boîte de mon chéri, de quand même en manger. Ah, merci! Merci Yeti. C'est tellement le truc que j'ose pas dire trop à haute voix. Alors je vais pas dire que c'est dégueulasse, mais je comprends pas cette phrase systématique qui va te dire moi j'ai un pot de Nutella, je le finis. Ça j'ai jamais compris. Je vous dis ça en même temps, j'ai le même problème avec le beurre de cacahuète. Alors on est vraiment sur les vrais bails. Tuk tuk tuk. Oui voilà c'est ça, on a fait une reco d'Hyperlink. Et et ouais, ouais, ouais. Eh, attendez, attention. Oh. Ça clappe dehors au moment où je monte mon t-shirt, c'est génial. Euh, Oui, chocolat supérieur à tout, mais ouais, dans une certaine mesure. Et le problème de la mesure des Ferrero Rocher, c'est que non, quoi. C'est que non. Voilà, bref, c'était évidemment le sujet clivant par excellence, hashtag problème de pays riche. Non, 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 j'ai pas poussé le cosplay jusqu'à ce point-là. Donc Pseudolès qui me dit, en ce moment le confinement fait que je me suis racheté des biscottes et de la pâte à tartiner au chocolat, mais pas de Nutella. Oui, voilà, simplement des alternatives avec du vrai chocolat déjà. Bon, après, c'est toujours les soucis, je pense, d'accessibilité parce on a une petite. Bon, je pense qu'il y a le fait d'être vraiment accoutumé au goût. Et puis, objectivement le syndrome huile de palme et puis aussi le prix. Dès qu'on tape sur de la pâte à tartiner un peu plus chéro, bah forcément sans huile de palme avec vraiment du chocolat et tout ça, c'est vrai que ouais. Bref, en tout cas, que vous dire d'autre, si ce n'est que bah, je suis navré, cher Romulus. Hein, moi, je respecte et je suis heureux que les Ferrero Rocher
te fasse kiffer, mais pour moi, il y a vraiment un truc, il y a un truc compulsif. C'est-à-dire, comme dit Under Pressure, c'est le truc, il y a une boîte, je prends. Mais je vais pas m'interroger sur le goût en fait, c'est vraiment. Et c'est même pire, je prends, je regrette. Je regrette pas, genre en mode je vais prendre des kilos ou un truc, hein. C'est je regrette, je me dis, ouais, c'est vraiment pas foufou quoi. Under Pressure qui nous dit le fait qu'il n'y a pas de chocolat dans le Nutella de mémoire. Alors ça, je saurais même pas dire parce que je me suis pas assez penché sur le cas, mais c'est assez ouf, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Donc, parlons de Nutella, donc anecdote nulle. Je me souviens de mon prof d'optique au lycée qui n'aimait tellement pas le Nutella qu'il avait un pot périmé. Ok. Ah ouais, le mec il est allé loin, effectivement, là-dessus aussi. Euh, Oui, alors, il n'y a pas de souci. Le rapport compulsif à la bouffe, je peux comprendre. D'ailleurs, je vais faire, encore une fois, je vais faire une reco un peu cachée en mode ninja, avec un petit disclaimer quand même, parce que c'est c'est pas pour toutes les sensibilités. Alors, je parle même pas des véganes à ce niveau-là. Je parle même pas des végés et des véganes comme j'en parlais pour les séries de bouffe jusqu'ici. Je parle simplement de cause animale, parce que c'est une série qui s'appelle À pleines dents, avec notre GG national, enfin plus très national maintenant, mais avec Gérard Depardieu, et qui est fabuleuse, justement dans le côté escapade, non pas de Petit Renault, mais de Depardieu. Et on apprend plein de trucs, en plus il sort plein d'anecdotes sur le cinéma, et il y a un moment génial où il parle de son rapport très compulsif à la bouffe, et lui t'explique effectivement qu'il va être, et qu'en plus sa carrière lui a permis, et son niveau social progressivement permis de se payer les plus belles tables, les plus beaux pinards, etc. Mais que d'un autre côté, il va être capable par moment de s'enfiler des trucs en mode hyper compulsif, mais qui vont être, comme dirait Feu Jean-Pierre Coff, genre c'est de la merde quoi. C'est vraiment de la bouffe purement industrielle, voilà. Mais voilà, À pleines dents, c'est une super série si vous avez l'occasion de voir. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup, mais il y a un petit côté, si vous êtes branché cause animale, un minimum, ça peut vous foutre des hauts de cœur ou une haine très forte pour Gérard Depardieu. Parce qu'il y a, voilà, il y a une scène qui a un peu fait le tour d'internet où je crois, euh, il y a une vache ou je sais plus si c'est une vache, un veau ou un porc, bref, et qui se penche dessus, il fait ah, qui c'est qui va finir dans une grosse broche et tout, enfin et des trucs, voilà, c'est Depardieu quoi, dans toute la démesure. Romulus, donc voilà, donc tu me parlais du rapport compulsif, bien entendu. Euh, alors les After Eight, je suis un peu partagé parce que je trouve que l'équilibre, j'aime beaucoup quand c'est bien équilibré le rapport chocolat et menthe, mais bah, c'est un peu comme tout en fait. Tu sens qu'ils font pas des masses d'efforts. Bon, après, c'est de la production super grosse échelle industrielle, mais voilà. Moi, je suis pas full convaincu. Mais ça se laisse quand même un peu plus manger que je trouve que même que les Ferrero Rocher. Enfin, il y a un truc un petit peu plus poussé. En mode ninja, nous dit Pseudolès avec un chapeau Prini. Et oui, bien sûr. Toujours. Euh, les Pyrénéens, ouais, oui, voilà. Alors, celui-là aussi, je suis un peu partagé dans le côté subtilité. Alors, c'est bon, mais je suis un peu partagé aussi. Je vais renommer, je crois, cette vidéo. C'est de Spire et chocolat, quoi. Euh, oui, ouais, bah, alors pareil, hein, le Kinder Bueno pour moi c'est même combat que le Nutella ou que les. Je comprends pas. En fait, beaucoup de trucs de chez. Enfin, tous les produits Kinder machin, je suis très. Je comprends pas. Il y en a quelques-uns, c'est parce que c'est vraiment des goûts, et c'est là où je me rends compte de la puissance du conditionnement du cerveau dans le rapport au goût, hein. C'est vraiment des goûts qui sont liés à l'époque du goûter étant gosse. Donc il y en a. Mais franchement, les Kinder Bueno, les Kinder. Les Chocobons,
je trouve ça infâme les chocobons. Puis c'est écœurant au possible très vite. Mais moi, il y en a deux qui ont grâce à mes yeux, c'est le Kinder Delice et comment s'appelle l'autre, Kinder Pingu. Mais c'est parce que c'est vraiment des goûts nostalgiques de l'adolescence, quoi. Rien de plus que ça. Les Pims, donc After Eight et Pims, c'est pas possible. Ce genre de choses. C'est ouais, c'est là où je me rends compte, vous voyez, on peut se casser le cul les uns les autres pour ceux qui ont des chaînes et tout, à faire des sujets super travaillés, des trucs avec un fil rouge, avec des notes et machin, et en gros, bim, gros clash chocolat, c'est quoi votre truc préféré? Non, en fait, Nutella et Ferrero Rocher, c'est de la merde, et voilà, tu fais exploser Internet. Le mec qui découvre effectivement les clickbait en 2020. After Eight et les Pims, c'est pas possible ce genre de choses. Alors franchement, les Pims, perso, objectivement niveau goût, c'est pas foufou. Tu sens vraiment que ça reste comme le reste de la bouffe indus, mais ça passe. Perso, tu me donnes des Pims orange, même éventuellement framboise, ça passe. Pseudolès qui nous dit: je dois avouer, j'ai un petit faible pour le chocolat noir. Côte d'Or fourré à la pâte d'amande. Ah, pâte d'amande. Voilà des vrais. C'est me parler, Pseudolès. Chocolat belge, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ce stream. Le pire, voilà, c'est que c'est bien aux antipodes de ce que je pensais. Après, on a cité, je pense, plein de marques. Mais je sais pas, je dis plein de marques, mais en vrai, il y a tellement de monopoles dans ce domaine comme Coca-Cola avec la Coca-Cola Company, qui ont quasiment toutes les boissons de soda du marché, que je sais même pas si ça se trouve, en fait, on parle des mêmes à chaque fois. Pseudolès, donc, qui répond, Yeti qui répond à Pseudolès, donc si tu mets de la pâte d'amande dedans, c'est compliqué. Ouais, voilà. Under Pressure, je ne comprends pas non plus, mais si je mets la main dessus, c'est peut-être ouais, oui, peut-être, je dis pas que tout est Madeleine de Proust, mais en tout cas, moi, il y en a certains, c'est repéré. Je sais que je vais me retrouver, alors des fois c'est tous les 6 mois ou tous les 1 an, et effectivement, ah bah tiens, ouais, j'ai bien envie de taper dans la boîte. comme, comme tu dis si bien. Les Kinder bâtonnets basiques ou les Kinder Maxi, ça passe toujours bien. Ouais, les Kinder Maxi, je crois que ça doit être même délire au niveau souvenir d'enfance, je crois. Ça passe un petit peu, mais. Par contre, il y a un truc. Kinder bâtonnet, est-ce que tu parles du truc du style où ils te mettent une espèce de pseudo sauce chocolat dans laquelle Non, c'est autre chose. Parce qu'il y a ce truc. Je vais vous faire une OK Boomer, mais il y a ce truc à l'époque, ça avait le nom de Picnic Break, et ça a été repris par Ferrero, donc derrière Nutella, et peut-être Ferrero Rocher, parce que je me dis que c'est quand même une grosse coïncidence chocolatière. T'avais une espèce de sauce chocolat, un pot, et des petits bâtonnets. Qui ressemble un peu au truc apéritif italien dont j'ai oublié le nom. Mais bon, bref. Donc, Papapin, Kinder Bâtonnet, je sais pas si on parle la même chose. Top 10 des meilleurs Kinder. Tier list du chocolat. Chocolat noir, je peux prendre 15 ans de prison. Ah ouais, non, mais carrément. Carrément. Et moi je t'avoue, plus le temps passe, et j'assume totalement, ça va faire très snobinard, mais je vais préférer beaucoup moins régulièrement me cogner du chocolat ou des desserts, mais quand je m'en tape un, ça va être l'équivalent de l'achat de peut-être une ou deux tablettes, quoi. Mais pas genre acheter une tablette et manger une tablette, mais simplement par exemple, au lieu de prendre 2-3 tablettes de chocolat qui vont me tenir le mois ou au-delà, j'en prends qu'une seule et qui va me tenir très longtemps. Genre un carré ou un demi-carré de chocolat, mais genre le chocolat a tellement de goût, a tellement un arrière-goût qui va me durer peut-être des fois plusieurs heures que je suis beaucoup plus dans ce délire-là. Donc ouais, effectivement, le Picnic Break, ça a l'air de parler. Dans les Kinder Bâton, tout simple, comme le Kinder, effectivement, Kinder Maxi là. Ok. Oui, oui, c'est ça, ouais, comme les Kinder Maxi, d'accord. Euh, oui, il y a des chances. Il y a des chances. Euh,
Celle-là, elle est très. J'aime beaucoup. Celle-là, je la garde. En fait, le gamin de Kinder Maxi, c'est le Docteur Wu du chocolat, quoi. Euh, lesquels tu penses sushi au picnic break ou à autre chose? Ah, il va falloir la faire, hein, notre. Promis, sur les prochains chats, on essaye quand vous serez en nombre, défi sur les prochains jours, on essaye d'établir la tier list. On se fait notre topito du chocolat, on mixe tout, hein, Indus, machin. On va pas aller dans le snobinage. Donc voilà. Eh bien écoutez, ma foi, j'avais dit qu'on parlerait pas de bouffe. On s'est retrouvé. Alors on n'a pas parlé de bouffe salée, mais on a bien parlé de sucré. Donc ça va être, je pense, émission diabète sur 20. Donc Ferrero est une entreprise agroalimentaire italienne créée en 1946 par Pietro Ferrero à Alba en Italie, spécialisée dans la confiserie et connue pour les produits. Et bien voilà, c'est ça le journaliste d'investigation. Nutella. Ah ouais, ils ont tout quoi. Putain, ils ont Tic Tac. Oh, ok. Et ben voilà. Effectivement, là, j'ai vraiment fait un placement de produit parce que, eh ben, allez, ça me fait un peu mal à la gueule parce que niveau monopole aussi, ils sont là quoi. On va faire comme à la télé. On va mettre deux autres marques, Nestlé et puis, j'ai oublié il y a une très bonne gamme de chocolat qui est pas du tout un Indus en l'occurrence, qui est beaucoup plus artisanal. Flûte, en plus qui ont des packages super beaux, mais c'est pas grave. Ah oui, oui, ça je suis pas surpris. Moi je suis pas du tout bonbon, mais ça m'étonne pas une seconde que ce soit un monopole, hein. J'essaye de vous trouver euh, la marque à laquelle je pense. Euh, Ah oui, il y en a aussi pour rester chez la gamme Kinder. C'est un peu le côté comme les Ferrero Rocher, genre ça se mange, mais voilà. C'est les Kinder Country. Ça, j'ai jamais. Avec cet argument de vente à 2 balles, comme beaucoup d'autres produits, hein, du style. Mais si, faites manger, mangez-en et puis faites manger à vos enfants. Il y a des céréales dedans. Dans l'enrobage de diabète, il y a des céréales dedans. Donc voilà, comme toutes les conneries genre Actimel qui ont été obligés de démentir leur pub parce qu'en vrai, leur truc c'était du lait super sucré. Enfin, tous ces genres de conneries. Évidemment, je ne sais plus écrire. C'est super. Est-ce que je vais les retrouver? Ah, ça m'embête, parce qu'elles sont super belles. Après, en général, il y a deux classes aussi. Ah, voilà, c'est ça. C'est les chocolats Bona. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé, et eux, du coup, si vous en avez sur votre chemin, enfin, quand le confinement sera terminé, parce que là, ça va peut-être un peu plus hardcore de trouver, sauf si vous avez de la chance. L'avantage, c'est qu'il y a une grosse gamme de chocolats. Je vous regarde vos coms quand même en attendant. Euh, Touk 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 touk. Oui, non, non, je me doutais, hein, Pseudoless, pour l'enquête journaliste d'investigation. Euh, donc, Bagné la bêtise de Cambrai. Ah, les bêtises de Cambrai. Les biscuits lus, ouais. Et la galette bretonne. Il y a un dessin de blé dessus. Bah oui, c'est bon, c'est bon. S'il y a du blé dessus. S'il y a du blé, c'est la métaphore en fait du blé qui veulent se faire eux et ils se sont dit bah vas-y, on va mettre ça, les gens vont y aller. Euh, Hop, voilà, c'est ça les chocolats Bona, c'est ça. C'est à ça que je pensais euh, tout à l'heure. Voilà. Très. Le package est pas genre. C'est pas Michel et Augustin. Ils mettent pas des millions dans le design, quoi qu'il il est très chouette. Mais vous avez une très très grosse gamme de, euh, de, euh, de chocolat noir, et ça varie vraiment. Et surtout, c'est voilà, c'est vrai, c'est du vrai bon chocolat, quoi.
Oui, il y a un peu de ça, j'avais pas fait le lien, mais ouais, il y a un petit côté Charlie et la chocolaterie. C'est pas faux. Et bien voilà, et bien bah, c'est parfait parce que en fait je vais vous laisser sur cette note chocolatée et chocolatière. Je vais vous souhaiter, si je vous ai filé la dalle ou l'envie de taper dans des taper dans des boîtes, vous donner rendez-vous pas seulement à demain mais probablement à ce soir. Un peu plus tard dans la nuit, pour ceux qui veulent. Je vais. Alors, ça dépendra de la motive, mais je pense que je vais pas faire du Slade Spire tous les soirs, même si je vais me faire engueuler par Yeti, Babar et Under Pressure qui vont me dire si. Mais je pense que je vais faire une session découverte sur Indivisible, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est un chouette jeu action RPG beat 'em up sur les bords. Imaginez un petit peu un style Valkyrie Profile pour ceux qui connaissent. Donc, mais en mode combat autant magie que pied-point. Donc ça a l'air très chouette et c'est magnifiquement animé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et ça a l'air d'être très très feel good. Donc je vous invite à venir passer. Là j'ai un petit rendez-vous d'ailleurs, ça me permet de faire une promo, mon doigt est pas loin, pour Viens on en parle, pour laquelle donc la prochaine émission, donc, comme je disais, arrivera. Donc on va pas trop tarder non plus, mais voilà, vu que là il y a le confinement et tout ça. Et surtout, là, pour tout vous dire, on se retrouve avec Olivier et Amir en off. Peut-être qu'on fera des tests audio via le Twitch, donc n'hésitez pas même à laisser tourner le Twitch si vous voulez rigoler. Et vous foutre notre gueule si on fait des tests. Mais en tout cas, voilà, on va bientôt arriver pour reprendre. On en parle, format live, pour pas vous laisser tout seul, parce que malheureusement, le confinement, je pense que on n'est pas rendu avant encore une bonne dizaine, quinzaine de jours, et je suis très optimiste, hein. Mais j'espère qu'on aura d'autres solutions proposées. Voilà. Eh bien, écoutez. Voilà, je vous salue. Je vous envoie plein de bonnes vibes, plein de bonnes choses. Je vous envoie des vibes chocolatées. Et je vous dis, j'espère, à tout à l'heure pour le live Indivisible. Et sinon, à tout bientôt. Et comme d'hab, à demain à 19h. Tu te dis à demain, toi? Tu te dis à demain ou pas? À demain. À demain. À demain. Squalala. Nous sommes partis.